Lors de votre participation à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 1985, donc soit 20 ans après la conclusion du Concile Vatican II, quelle expérience en retirez-vous? Une grande expérience. Je dois dire que j'étais rapporteur de ce synode, qui est un synode un peu spécial, qui n'a duré que 2 semaines, à 20 ans du Concile Vatican II, et à un point tout de même important dans l'histoire de l'Église, parce que c'était tout juste le moment où on commençait à dire, ou bien on va encore plus loin que Vatican II, donc les progressistes, si je peux dire, et d'autres disaient non, il faut revenir en arrière parce qu'on est déjà allé trop loin. Et je me rappelle bien qu'avant ce synode, il y avait une assez grande division entre les évêques et surtout un immense intérêt des médias, par exemple. Je ne sais pas combien de journalistes étaient là parce qu'on pensait maintenant ici c'est le clash entre les progressistes et les conservateurs. Ce qui n'est pas tout à fait inimaginable, c'était assez tendu à ce moment-là. C'est d'ailleurs pour cela, je crois, que le pape avait réuni aussi ce synode à 20 ans de distance. C'était une évaluation pour vous ou c'était autre chose? J'étais rapporteur, ça veut dire il faut écouter ce qui est dit dans l'Assemblée et puis essayer de faire un rapport final. Mais j'étais conscient, j'étais tout jeune à ce moment-là encore. Et j'avais comme assistant le cardinal Casper, qui n'était pas encore cardinal, même pas évêque à ce moment-là, mais professeur dans une université d'Allemagne. Et c'est lui qui m'a aidé aussi, mais il est devenu cardinal par après aussi. C'était un grand moment dans l'histoire de l'Église, même si je le dis moi-même, c'était important. Il en dépendait pas mal de choses de l'issue de ce synode. Justement, quelles ont été les retombées, quel a été l'impact de ce synode de 15 jours? La première chose qui m'a frappé, c'est que c'est pour la première fois qu'on a, à la fin du synode, écrit un rapport final que nous avons composé pendant la nuit avec Casper et qui a été approuvé à vote presque d'un pays communiste. C'était 96% ou même plus, 97%. Et c'était approuvé et immédiatement publié. En général, la conclusion d'un synode, c'est un texte qu'on donne au pape, et le pape s'en sert pour écrire un document 1 an plus tard ou 2 ans plus tard. Mais là, ça a été promulgué immédiatement. Il y a d'ailleurs quelques cardinaux qui n'étaient pas du tout contents que c'était adopté sans intervention du Saint-Père. C'était un succès et ça allait dans le bon sens, c'est-à-dire une sorte d'équilibre entre il ne faut pas retourner en arrière de toute façon pas, il ne faut pas non plus faire des démarches à l'avenir qui étaient fantaisistes et qui n'étaient pas fondées vraiment sur le Concile, parce que ça c'est important, c'est de sauver ce qu'il y avait comme contenu et comme nouveauté aussi dans le Concile. Et justement, vous parlez des thèmes et du contenu. Pour vous, quels étaient les thèmes les plus importants de cette assemblée? La première chose pour moi qui m'a frappé, c'est que ça a réussi. Qu'on n'ait pas terminé sur une sorte de constat de non-accord. Ça, c'était déjà énorme. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'à partir du synode, celui-là, c'est la notion de communion, dont Casper a été toujours le grand défenseur, qui s'est imposé dans le langage et dans le dictionnaire, pour ainsi dire, de l'Église. Aussi, je crois que ce qui était important aussi, c'est là qu'on a décidé un nouveau catéchisme de la doctrine chrétienne qui est apparu quelques années plus tard et qui est maintenant tout de même le livre fondamental pour le contenu et la doctrine de l'Église. J'ai lu aussi, que je ne savais pas d'ailleurs, qu'il y avait eu à ce moment-là une structure juridique canonique des conférences épiscopales. C'est là qu'on a dit qu'il faut que les conférences épiscopales aient une structure juridique propre et un certain pouvoir, pas tout évidemment, parce que le pape reste le pape. Mais c'est là qu'on a proposé ça, avec une forte insistance qu'on donne quelque chose de plus fort comme pouvoir
aux conférences épiscopales. Ça a été combattu tout de suite après par certains membres de la curie pour dire non, il y a eu un document qui n'a pas été entièrement dans la ligne de ce qu'on avait décidé, mais tout de même qui a concédé certaines choses. Dans ce synode, on trouve tout de même la source de beaucoup de choses qui maintenant dans l'Église sont acceptées, même si tout n'est pas réalisé. Au niveau des pouvoirs, les conférences épiscopales n'en ont pas eu pour autant un pouvoir doctrinal, ça reste au pape. Un pouvoir doctrinal, ils n'ont pas. Un pouvoir pastoral, si. Et donc on dirait que les conférences épiscopales sont des instruments pour la pastorale, mais pas pour la doctrine. Finalement, il faudra arriver tout de même à accepter que les conférences épiscopales n'ont pas qu'un pouvoir juridique de pastoral, mais sont aussi le magistère de l'Église, en union avec le pape et autour du pape. Mais l'autorité dans l'Église n'est pas unique le pape seulement, c'est le pape avec les évêques.